$4 C'est la rémunération proposée en 1960 par une équipe de l'université de Yale dans le Connecticut afin de participer à une expérience sur l'apprentissage quelque peu particulière. À cette époque, encore sous le choc des crimes de guerre nazis, le monde entier demeure hanté et s'interroge toujours sur les horreurs de l'Holocauste. C'est dans ce contexte chargé d'histoire que le psychologue Stanley Milgram se lança dans une quête audacieuse, celle de mettre en lumière notre propension à nous soumettre à une autorité. Imaginez-vous, assis dans une salle austère, les coudes posés sur une table en acier froid. Devant vous, un panneau de commande ressemblant à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, constitué d'un ensemble horizontal de boutons leviers, jonchés de chiffres croissants, indiquant des tensions électriques allant d'une échelle de 15 à 450 volts. Vous êtes ici pour participer à une étude sur l'apprentissage, vous dit-on. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes sur le point de vous confronter avec le sordide, la soumission à l'autorité. L'expérience en cours allait mettre en exergue, si les conditions étaient favorables, notre infinie facilité à nous soumettre et à exécuter des tâches qui peuvent rapidement dépasser l'entendement. Une expérience qui allait révéler comment des individus ordinaires, comme vous, comme moi, pouvaient être entraînés à infliger des souffrances indicibles à un autre être humain, simplement parce qu'une figure d'autorité le leur demandait. Accrochez-vous bien, car aujourd'hui, nous nous intéressons à la dérangeante et déconcertante expérience de Milgram, où les limites de la morale et de l'obéissance sont mises à l'épreuve. Préparez-vous à un voyage où la ligne entre le bien et le mal s'estompe et où notre soumission révèle un des côtés les plus obscurs de notre personnalité. Je vais maintenant laisser votre imaginaire vous représenter le cadre de l'expérience. Tout d'abord le lieu, un laboratoire, une salle expérimentale. Dans une autre salle annexe, le chercheur Stanley Milgram, d'un regard scrutateur, observait silencieusement, tandis que les participants étaient invités, par un expérimentateur complice, à prendre place devant le tableau de commande et ignorant l'épreuve psychologique qui les attendait. Imaginez-vous un participant, que l'on appellera pour l'occasion M. Smith, assis face à un apprenant dans une pièce voisine, séparée par une vitre sans teint. L'ambiance ne déroge pas à celle observée dans les protocoles expérimentaux habituels où le contrôle est de mise, froide, austère, presque lourde. Rien ne se manifestait encore. Pourtant, M. Smith se rassurait comme il le pouvait avec les éléments en sa connaissance. C'est une simple tâche d'apprentissage, lui avait-on dit. Pourtant, le décor est planté. Une liste de mots préalablement mémorisés doit être restituée par l'apprenant sur demande de M. Smith. À chaque erreur de l'apprenant, M. Smith doit lui administrer un choc électrique depuis les boutons de son panneau de commande et qui augmente progressivement d'intensité à chaque faux pas. Ce qui échappait à M. Smith était que les cris de douleur provenant de l'autre côté de la vitre n'étaient rien d'autre que des enregistrements préenregistrés, des simulacres de souffrance soigneusement orchestrés. Au fur et à mesure, les questions s'égrènent et les mauvaises réponses successives s'accompagnent du recadrage pédagogique prévu, des volts. Faisant face progressivement aux douleurs manifestes, les actions sur les boutons de la machine deviennent hésitantes. Les regards interrogateurs en direction de l'expérimentateur en blouse grise n'obtiennent pour autant comme simple réponse, tel un marionnettiste impassible, des encouragements codifiés à poursuivre. Continuez, s'il vous plaît. Face à la conduite à tenir, le monde de M. Smith et des autres participants bascule peu à peu dans une autre dimension. Un univers parallèle de dilemmes moraux et d'obéissance aveugle. Le voilà maintenant pris sous le feu nourri de deux alternatives. D'un côté, sa propre soumission à l'autorité, exécutant la tâche qui lui était confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant même de cette rupture que Milgram voulait mesurer. 45 volts, 75 volts,
120, 135, 150, 270, 300, 450 volts. Les cris fictifs de douleur s'intensifient et laissent maintenant place à des supplications de l'apprenant implorant l'arrêt de l'expérience. Les yeux de M. Smith, ainsi que les participants suivants, trahissent leur malaise, mais l'autorité froide insiste. Vous devez continuer. À mesure que les chiffres sur le tableau de commande grimpent, les limites de la conscience individuelle semblent s'effriter. Précisons un élément d'importance. Le tableau de commande sur lequel sont répartis les différents boutons leviers indique non seulement les volts correspondant à chaque action, mais également une échelle de dangerosité allant de choc léger à danger, choc grave. M. Smith est donc parfaitement informé des risques qu'il faisait supporter à l'apprenant. Toute cette soumission se confond au fur et à mesure avec son engagement. Mais pourquoi M. Smith ne s'arrête-t-il donc pas en cours d'expérience, vous direz-vous ? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. C'était un ballet absurde d'obéissance, où la réalité se confondait avec la fiction, où l'autorité régnait en maître, et où une question fondamentale se posait alors. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller sous le joug d'une autorité incontestée ? Puis l'expérience prit fin. Le réel but de l'expérience, ainsi que ses subterfuges, furent révélés à M. Smith, encore sous l'effet du ballet émotionnel qu'il venait de vivre, et sur une conclusion implacable dévoilant la réalité crue des travers de son obéissance. Les participants, libérés de la pression des boutons et des ordres autoritaires, se retrouvèrent finalement face au miroir de leur propre jugement, marqués par les stigmates invisibles d'une expérience qui les avait ébranlés. Engloutis par les abysses de l'obéissance, les mains qui avaient tremblé en appuyant sur les boutons finirent par se relâcher. Les regards perdus se recentrèrent sur la froide réalité du laboratoire. Certains éprouvèrent un soulagement palpable alors que d'autres virent avec la fin de l'expérience un moment de confrontation avec eux-mêmes et de l'impact sur leurs propres actions. Le poids moral s'abattit, révélant faiblesse, manque de discernement et de courage lorsque les participants sont mis à l'épreuve de la soumission. Les cris de l'apprenant, bien que simulés, résonnaient encore dans leur esprit comme une mélodie sinistre qui se jouait et occupait leurs pensées. Comment ai-je pu faire cela ? Milgram lui-même était conscient de la lourde charge émotionnelle que son expérience pouvait imposer aux participants. Les explications évoquées après l'expérimentation étaient empreintes de tentatives maladroites pour apaiser les consciences troublées afin de tenter d'expliquer que tout cela n'était qu'une illusion savamment orchestrée. L'expérience marqua plus largement le début d'un débat éthique qui résonnait encore des années plus tard. Bien entendu, les chercheurs ont été confrontés à la responsabilité de préserver le bien-être des participants tout en essayant d'apporter des réponses sur les mécanismes cognitifs qui poussent chacune de nos actions, même les plus abjectes. Les échos de l'expérience de Milgram persistèrent bien au-delà du campus américain. Elle laissait derrière elle des questions essentielles sur la solidité de la moralité, sur le pouvoir de l'autorité et des conséquences de l'obéissance. Par nature, une expérience scientifique n'a pas finalité de prescription. Pour autant, l'expérience de Milgram laisse un écho troublant nous rappelant la volatilité de notre propre moralité lorsque celle-ci est soumise à une autorité. Il semblerait que nous sommes enclins à être naturellement exposés à une forme de malléabilité de la morale. L'expérience de Milgram a donc révélé que des individus ordinaires, guidés par une autorité perçue comme légitime, pouvaient se détourner de leurs propres principes éthiques. Lorsque l'autorité s'exprime, nous pouvons observer comme une sorte de contournement des processus moraux et les frontières entre le bien et le mal deviennent tout à coup beaucoup plus floues. Cela souligne également la puissance du conditionnement social. Les participants, souvent perçus comme des personnes équilibrées dans leur vie quotidienne, se sont retrouvés pris dans un jeu où les normes sociales semblaient complètement s'inverser. L'expérience pointe du doigt la propension humaine à se conformer, parfois aveuglément, aux attentes de la société et aux figures d'autorité. Pour information, 62,5% des participants ont été jusqu'au palier des 450 volts, seuil indiquant l'étal sur le panneau de commande. Mais un autre résultat inquiétant ressort également des résultats de cette expérience. En effet, la susceptibilité à l'obéissance semble persister même lorsque l'on est conscient des conséquences négatives de ses actions. Les participants étaient souvent déchirés entre la compassion et la conformité, mais la pression de l'autorité l'emportait très souvent sur la pitié.
Milgram mit en lumière plusieurs facteurs qui influencent le niveau de soumission, notamment la proximité physique de l'autorité, la légitimité de l'autorité, la présence d'autres personnes obéissantes et l'absence de modèles dissidents. A contrario, des facteurs internes et externes semblent directement influencer notre refus de l'autorité. Dès lors, comment distinguer quelle est la part qui tient de l'autorité et quelle est celle qui dépend de nos processus internes dans nos décisions et comportements? Le biais d'autorité, mis en exergue par Milgram, est un processus cognitif automatique auquel personne n'échappe. Pour autant, des contre-mesures peuvent être adoptées sous condition de connaître et reconnaître l'expression de cette heuristique. Pour illustrer ce processus automatique, imaginez-vous l'image d'un scientifique. Si la question mérite d'être pourtant posée, la plupart d'entre nous partent du postulat que la science est au service de l'humanité. Dans cet exemple de démonstration, ce présupposé risque d'exposer à celui qui n'y prend garde à ce que nous appellerons une équivalence complexe qui sous-entend « ce que fait la science » ou « ce que je fais pour la science est donc positif ». Mais est-ce vraiment certain ? Nous voyons ici que notre cerveau a recours à des raccourcis automatiques et inconscients pour donner rapidement du sens à une situation. Si parfois ces processus sont parfaitement adaptés et permettent d'entrer rapidement en action, ils sont dans d'autres cas une entrave à la prise de recul. Un autre point intéressant ressort de l'expérience de Milgram. Statistiquement, la plupart d'entre nous considèrent le scientifique comme supérieurement intelligent et a, à sa portée, des éléments qui pourraient échapper à l'individu lambda. Cette association de considérations construirait de fait un terrain prêt à la soumission. Le sujet risque de devenir alors un auxiliaire de la décision de l'autorité. Il se décharge alors de sa propre responsabilité. On parle ici d'état agentique, c'est-à-dire un état dans lequel un individu en situation d'obéissance va déléguer sa responsabilité à l'autorité à laquelle il obéit. Si nous sommes tous potentiellement exposés à cette soumission, elle s'exprime plus ou moins fortement selon les individus, de leur propre histoire et plus globalement de leur relation à la dialectique du maître et du serviteur. Pour le dire autrement, notre éducation et notre société nous dressent depuis notre plus jeune âge à l'obéissance, faute d'être puni. L'enfant obéit à ses parents, le salarié obéit à son patron, le citoyen obéit au fisc. D'ailleurs, le terme de dressage peut interpeller. Pourtant, ne pas payer ses impôts, notons le caractère imposé du mot, ne nous expose-t-il pas à un redressement ? Nous pouvons donc conclure que l'obéissance potentialise et, selon le niveau d'intégration éducative, pourrait être un amplificateur de l'état agentique. Si beaucoup d'hypothèses restent encore à valider, l'expérience de Milgram par ailleurs est également marquée par de nombreuses controverses et même, selon certains chercheurs, d'irrégularités qui laissent et remettent en perspective les interprétations de l'étude. En effet, l'importance de la cohérence au sein des représentants de l'autorité a un impact primordial sur l'obéissance des participants et donc des résultats obtenus. Malgré les résultats obtenus dans l'expérience de Milgram, soyons vigilants de ne pas tomber dans le postulat simpliste « soumission à l'autorité égale déresponsabilisation des actes ». Ces mêmes résultats devraient également nous interroger sur les variations de la soumission constatée ou les sécessions dissimulées, et ce, malgré une autorité toujours en présence. Ceci étant dit, il serait parfaitement indélicat de se réfugier dans une autocomplaisance fuyante. L'expérience de Milgram nous rappelle que l'autorité, qu'elle soit symbolique ou institutionnelle, peut avoir une emprise capable factuellement d'éclipser notre propre humanité. Les exemples ne manquent pas dans l'histoire des hommes, même dans les années les plus récentes. De l'obéissance du soldat, du policier, en passant par celui du manager ou du personnel hospitalier, chaque individu exposé à une hiérarchie sera potentiellement pris par le simple fait qu'il s'agit d'un ordre. L'acceptation de celui-ci déclenche automatiquement une dilution de responsabilité de celui qui l'applique. Milgram et ses recherches nous mettent donc en garde contre la tendance humaine à externaliser la responsabilité de nos actions, à déléguer notre propre discernement éthique à une figure supérieure. Plus largement, c'est la complexité des mécanismes qui engagent nos actions qui devrait nous interpeller. En 2017, des chercheurs ont publié un article intitulé « Déliveriez-vous un choc électrique en 2015 ?»
L'objectif des chercheurs était de reproduire le protocole expérimental de 1000 grammes s'étant déroulé quelques 50 années auparavant et d'en comparer les résultats. Quelques modalités ont été modérées afin de répondre aux principes éthiques de notre temps. Néanmoins, les résultats ont été sans appel. Sur un panel de 80 personnes, âgées de 18 à 69 ans, 80% d'entre elles ont accepté d'envoyer des décharges maximales à une autre personne. Dans une autre étude récente de 2023, intitulée « Dommages instrumentaux envers les animaux dans une expérience de type 1000 grammes en France », le rôle des traits de personnalité non pathologiques. Afin d'évaluer l'incidence de l'engagement vers la science sur le comportement, une expérience regroupant une cohorte composée de près de 750 individus était confrontée à une situation où ils devaient non pas infliger des décharges électriques à un congénère humain, mais à sacrifier un spécimen animal de laboratoire. Ici, un cyprin doré, un imposant poisson rouge et blanc mesurant 50 cm de long et évoluant dans un aquarium de 3000 litres. En réalité, il s'agissait d'un robot biomimétique, très semblable au poisson, mais cette information était gardée secrète auprès des participants, bien sûr. La tâche assignée aux participants consistait à administrer une substance toxique au poisson afin d'évaluer sa nocivité dans le contexte du développement d'un nouveau médicament. Ils étaient informés des effets potentiellement douloureux de la substance, ainsi que sa capacité à entraîner la mort progressive du poisson. Pour exécuter cette tâche, ils devaient actionner successivement 12 boutons déclenchant des injections toxiques. La probabilité de décès du poisson était affichée sur les boutons suivants. 0% de probabilité de décès, bouton 1. 33%, bouton 3. 50%, bouton 6. 75%, bouton 9. Et 100%, bouton 12. Les résultats comportementaux ont révélé que 53% des participants ont choisi de mettre fin à la vie du poisson, allant jusqu'à administrer la 12e et dernière dose. En revanche, près de 20% ont catégoriquement refusé de commencer la procédure, tandis que 1 à 4% environ ont administré entre 1 et 11 injections, pour les besoins de la science. Il ne s'agit pas de juger, mais bien de comprendre nos modes intimes de fonctionnement, car cette expérience résonne comme un écho persistant dans nos sociétés modernes, un rappel que même dans des contextes différents, nous sommes toujours susceptibles de plier devant une autorité suffisamment représentative. C'est une invitation à la vigilance, à la réflexion constante sur nos propres choix et à prendre conscience des dynamiques d'obéissance qui peuvent nous influencer jusqu'à nos choix les plus moraux. Notre chapitre sur l'expérience de 1000 grammes se termine. Vous pouvez vous abonner afin de soutenir mon travail et rester alerté de mes nouveaux contenus. Vous pouvez également cliquer sur j'aime si vous appréciez cette vidéo et n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un commentaire pour partager vos ressentis. Merci pour votre attention et à bientôt.